Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 14 personnes tuées par la Covid-19 en l'espace de 3 jours avec 320 nouvelles contaminations. Cette deuxième vague de la pandémie continue d'étendre ses tentacules dans tout le pays avec une vingtaine de cas graves. Le ministère de la Santé et le comité de gestion des épidémies ont lancé ce lundi l'acte 2 de la riposte. De nouvelles stratégies sont en vue, mais l'heure n'est pas à l'instauration de l'état d'urgence, précise l'autorité. Campagne de commercialisation de l'arachide à Fatick, le prix qui varie entre 275 et 300 francs dans les Louma a ralenti l'élan des producteurs par rapport au point de collecte officiel qui applique le prix plancher de 250 francs. 443 tonnes de graines seulement sont collectées dans toute la région depuis le démarrage de la campagne. Accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Les nouveaux accords ne profitent qu'à une seule partie selon les acteurs. Ils souhaitent le gel ou la révision du protocole pour plus de transparence. L'Union européenne doit tenter d'harmoniser demain les mesures décidées par les États membres pour empêcher les arrivées depuis le Royaume-Uni après la découverte d'une variante hors de contrôle du coronavirus. Le sport et l'économie complètent ce journal mis en onde par Pape Abdoulaye Dièye. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Lutte contre la Covid-19, le ministre de la Santé et le comité de gestion des épidémies lancent l'acte 2 de la riposte contre le coronavirus, une deuxième vague dont la virulence du virus et la multiplication des infections inquiètent. Face à cette nouvelle situation, des stratégies de prévention sont élaborées pour un combat de tous. Dans ce même sillage, les comités techniques d'établissement vont redémarrer dans tout le pays. Josette Kali. La lutte contre la deuxième vague de la Covid-19 est ainsi enclenchée, une décision motivée par l'augmentation rapide des cas, mais surtout par la virulence du virus. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. La deuxième vague nous met dans une situation où il faut absolument faire en sorte que tout le dispositif opérationnel soit réactivé. Effectivement, il se dit que cette deuxième vague est plus virulente. Aujourd'hui, la riposte est une riposte de respect strict des mesures barrières. Donc, l'État du Sénégal est dans cette voie. Sur les cas graves qui ne fléchissent pas, plus d'une vingtaine depuis quelques jours, le ministre appelle les populations à plus de responsabilités. Des cas graves, mais en amont, il faut faire en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est pourquoi l'appel qui est lancé aux Sénégalais est véritablement la détection précoce et qui renvoie au respect strict des mesures barrières. La responsabilité individuelle de chaque Sénégalais doit être à ce niveau-là un élément fort de notre. Et dès demain, d'ailleurs, il y a une autre séance aussi importante que nous tenons avec les médecins-chefs de district pour voir avec eux quels sont effectivement les aménagements et les dispositions majeures à prendre. Et pour la nouvelle souche, Abdoulaye Diouf Sarr indique que la destination Sénégal reste ouverte à tous les pays. Nous analysons au plan scientifique tout ce qui se passe autour de ce virus et si une situation mérite à ce que le Sénégal prenne une décision, quelle que soit la décision, elle va la prendre dans l'intérêt des populations. Mais tel que vous la présentez, en termes de restrictions spécifiques par rapport à un pays, le CNGE n'a pas encore adressé cette question de cette manière. Malgré l'augmentation des cas, le ministre de la Santé tient à souligner que l'heure n'est pas à l'instauration de l'état d'urgence. L'Église maintient le dispositif déjà mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 pour les célébrations de Noël. Plusieurs offices sont prévus pour éviter le rush en général noté lors des messes de minuit et messes du jour. Des écrans géants seront installés dans les cours des églises pour faire respecter les mesures barrières. Voici les explications de l'abbé Alphonse Biramdour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. En ce qui concerne donc les fêtes de Noël que nous allons vivre dans quelques jours, eh bien, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises qui vont dans le sens du respect des gestes barrières, de la distanciation sociale au niveau des églises, dans les cours des églises et partout où le culte donc sera célébré. C'est les marquages au sol, c'est les lavements des mains qui sont donc possibles avec les dispositifs qui sont mis aux portes des églises. C'est aussi tout un ensemble de services d'ordre qui va aider justement donc à respecter ces mesures, le port du masque bien entendu, l'utilisation du gel hydroalcoolique également, et vraiment tout ce qui est mis en place pour pouvoir aider à une bonne célébration dans le respect des mesures qui sont édictées. Alors, au-delà des messes de minuit et de la messe du jour,
Est-ce qu'il y a d'autres messes qui seront organisées pour éviter le rush justement? Voilà, vous savez que dans une paroisse, on peut avoir déjà beaucoup de dessertes. Une paroisse peut polariser plusieurs chapelles. Par exemple, ici à Saint-Paul, nous avons l'église paroissiale qui est dans le marché de Grand-Yoff, mais nous avons aussi un autre endroit où nous disons la messe, comme à Nazareth, qu'on appelle Nazareth, dans le quartier de Léona. Déjà donc, pour la messe de minuit, il y aura 2 messes de minuit, ce qui est exceptionnel, parce que généralement, la grande messe de minuit se dit toujours dans l'église paroissiale. Mais compte tenu des situations que nous vivons, des situations donc de la pandémie, eh bien, nous avons multiplié cette messe de minuit, de manière à ce que les fidèles aussi puissent se diriger à d'autres endroits que l'endroit de la messe paroissiale. Ensuite, nous avons le lendemain plusieurs messes qui permettront aux fidèles de pouvoir donc participer décemment au culte. Plus de 300 cas en l'espace de 72 heures, plus d'une dizaine de décès enregistrés ces 3 derniers jours. La Covid-19 ne recule pas, les cas de contamination augmentent de jour en jour. Cette situation inquiète bon nombre de Sénégalais qui appellent à plus de responsabilités pour endiguer la deuxième vague qui sévit dans le pays. Babacar Samb. 320 contaminations en l'espace de 72 heures, 14 morts dans la même période. La Covid-19 poursuit sa percée et étend une nouvelle fois ses ailes sur tout le territoire. Une situation qui affecte déjà les esprits de bon nombre de Sénégalais. C'est une situation qui est alarmante. Oui, c'est une situation très difficile, je pense. La santé grippée, des secteurs assaillis de coups, une économie presque à terre. Le retour de certaines restrictions telles que le couvre-feu et l'interdiction du transport interurbain n'est pas souhaité par nos interlocuteurs. Parce que je crois que l'économie sénégalaise ne pourra pas supporter les mesures qui étaient prises lors de la première vague, telles que le couvre-feu et aussi l'interruption de voyages entre régions, entre les communes. Ça va être très très difficile. Il faut que chacun à son niveau puisse prendre donc les dispositions nécessaires pour ne pas contaminer son voisin, son prochain. Alors, il faut faire bloc. Redoubler d'efforts et faire tout ce qui est possible pour que cette deuxième vague soit endiguée. Vu la situation d'aujourd'hui, je pense qu'on ne devrait pas se relâcher. Les mesures devraient être de plus en plus corsées. Il faut absolument respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, le port de masque qui est obligatoire aujourd'hui. Le ministre de la Santé et ses collaborateurs, à chaque fois, ils donnent l'alerte, ils donnent les instructions nécessaires. C'est à nous, les citoyens, de respecter à la lettre les règles qui ont été édictées. Tolérance zéro. Cette nouvelle démarche semble avoir trouvé des adeptes contre ceux qui outrepasseraient les mesures édictées. Et que les autorités aussi montrent l'exemple. 6 nouveaux décès en 24 heures. Le nombre de décès au quotidien augmente. 4 décès enregistrés hier, 4 ce samedi. Aujourd'hui, 6 décès alors que 121 nouvelles contaminations sont également recensées, dont 69 communautaires. Le Sénégal va bientôt encore dépasser les 1000 patients sous traitement. Voici le point du jour avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1404 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,62%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 52 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons répertorié 69 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 5 à Touba, 4 au Mariste et à Yoff, 3 à Dara et au Plateau, 2 à Diamniadio, Grand Dakar, Liberté 6, Linguère, Matam, Mbour, Ngor, Nord Foire, Podor, Richard Toll, Rufisque, Sacré-Cœur 3, Scat Urbain et Thiès. 1 aux Almadies, à Amitié 2, Benetali, Bop, Fann Résidence, Fatick, Guédiawaye, Keur Massar, Koki, Liberté 4, Liberté 5, Mamel, Mermoz, Ouagouñaay, Ouakam, Parcelles Assainies, Pikine, Point E, Sud Foire et Zone B. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation.
6 décès ont été enregistrés ce dimanche 20 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 879 cas ont été déclarés positifs, dont 16 562 guéris, 371 décédés et donc 945 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Sud FM, l'info, c'est ici. Rebondissement dans l'affaire des 3 jeunes portés disparus à Niadio dans le sud du pays. Il y a 2 semaines, l'armée a découvert 2 corps en état de décomposition dans la forêt de Bilas, zone de la disparition des jeunes. S'agit-il des portés disparus? Ignace Ndeye. Ces 2 corps non encore identifiés ont été retrouvés en état de décomposition très avancé ce matin. La découverte macabre a été faite par l'armée qui a enclenché depuis des recherches pour retrouver 3 jeunes de Niadio portés disparus. Ces 2 corps ont été retrouvés dans la forêt de Bilas, la zone de disparition des 3 jeunes il y a un peu plus de 2 semaines. Même si on attend une identification des corps qui ont été acheminés à l'hôpital régional de Ziguinchor, une source nous révèle que ces 2 corps retrouvés ce matin sont ceux de 2 des 3 jeunes récemment portés disparus dans la forêt de Bilas. Ont-ils été tués? Sont-ils morts accidentellement ou ont-ils été assassinés? Et par qui? Les langues se délient en ce moment dans la commune de Boutoupa Kamarakunda et plus particulièrement dans le village de Niadio. Un village plongé dans la consternation. Rappelez que ce feuilleton de jeunes disparus remonte il y a un peu plus de 2 semaines lorsqu'un groupe de jeunes du village de Niadio, inquiets de la disparition d'un jeune du village, sont allés à sa recherche. C'est ainsi que ces jeunes vont croiser sur leur chemin une bande d'éléments armés qui ouvrent le feu sur eux, créant ainsi la panique. 2 jeunes manquent à l'appel, portant le nombre à 3 jeunes portés disparus. Le temps passe, la psychose enfle dans ce village de Niadio qui garde tout de même espoir jusqu'à cette découverte macabre ce matin dans la forêt de Bilas. Les 2 corps acheminés à l'hôpital régional de Ziguinchor, Niadio est plongé en ce moment dans la tristesse et la consternation. Il y a d'ailleurs quelques jours, un comité se réclamant du MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, à travers une correspondance envoyée au maire de Boutoupa Kamarakunda, sollicité une rencontre avec les autorités municipales de la commune de Boutoupa. Pour dire quoi? Mystère et boule de gomme. En attendant, coïncidence ou simple hasard, la découverte macabre des 2 corps ce matin dans la forêt de Bilas survient la veille de cette fameuse rencontre prévue demain mardi à Boutoupa Kamarakunda. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Explosion d'un puits de gaz à Ngadiaga dans la commune de Notto-Gouye-Diama. Le sinistre doit servir de leçon selon l'ancien directeur adjoint de la protection civile et expert en réduction des risques et de gestion des catastrophes. Amadou Kanar Diop recommande pour le futur de mettre l'accent sur la formation, les équipements et les exercices. Il répond à Rapsa Elimanouane. Effectivement, à toute chose malheur est bon. D'ailleurs, Madame le ministre l'a dit. C'est sûr qu'après cette intervention, on va se remettre en cause. On va revoir nos textes parce qu'on n'avait pas prévu ces choses dans nos textes. On va revoir tous les textes. On va être beaucoup plus corsé sur les leçons apprises qu'on a apprises à partir de cela et refaire nos plans d'intervention, c'est-à-dire anticiper sur les événements. Anticiper, c'est la prévention, ça veut dire les textes, et la préparation. La préparation, c'est quoi? C'est la formation, c'est l'équipement et c'est l'entraînement. C'est sûr, rien ne sera plus comme avant. On va former aussi bien des équipes spécialisées, comme des sapeurs-pompiers qui ont déjà un groupement d'unités spécialisées. C'est sûr qu'ils vont avoir une unité typiquement chargée des pétrole et gaz. Et on va s'équiper davantage et on va faire des entraînements réguliers pour ne plus gérer ce qu'on a vu ces jours-ci. Donc, les leçons apprises et le retour d'expérience vont nous servir à quelque chose. Ça, c'est certain. C'est que dans les entreprises, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de sa sécurité. Il faut que les chefs d'entreprise soient beaucoup regardants, qu'ils mettent en place des études de danger et des plans d'opération internes, qu'ils forment leur personnel, qu'ils s'équipent et qu'ils partagent avec les unités de secours ces plans et qu'ils s'entraînent régulièrement avec les unités de secours et avec les autres partenaires comme la raffinerie et les autres entreprises environ. Ça, si ça ne se fait pas, le problème va demeurer. Mais j'espère bien qu'à l'issue de ça, comme je viens de le dire, ces recommandations fortes-là seront prises en charge. Ils vont refaire leur plan, le mettre à jour et s'entraîner régulièrement et être strict sur l'exploitation pour que le personnel de sécurité soit à la hauteur de ce qu'on attend d'eux.
À l'instant, Amadou Kanar Diop, ancien directeur adjoint de la protection civile et expert en rééducation de risques et en réduction de risques et de gestion des catastrophes. Après l'explosion d'un puits de gaz à Ngadiaga dans la commune de Notto-Goudiama, il recommande pour le futur de mettre l'accent sur la formation, les équipements et les exercices. Entrée en vigueur du nouveau prix proposé par la Sonacos lundi, l'huilerie propose en effet 285 francs CFA pour tenter de collecter plus de graines d'arachide, soit une hausse de 8 francs, hausse insignifiante selon la FENOPST, et cette hausse n'aura aucun impact, affirme le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs. Modou Fall répond à Rapsa Ilimanouane. Bon, notre avis, c'est que il faut qu'on éclaircisse cette augmentation. Parce qu'en réalité, la Sonacos achète auparavant 276,5 rendu usine. C'est 250 plus 14 francs 5 le marché de l'opérateur et 12 francs le transport. Donc, quand il dit qu'il achète à 285, il doit aussi dire qu'il achetait auparavant 276,5. Quand c'est une augmentation de 8 francs, c'est même pas 10 francs. Donc, il faut qu'on éclaircisse cette chose. Et c'est pas, on ne doit pas acheter 285 au point de collecte. Non, à l'usine qu'il achète 285. Il faut éclaircir ça. Et c'est pas une hausse significative. Je ne crois pas que ça peut influencer quelque chose sur la commercialisation. Je ne crois pas. Vraiment, 8 francs, c'est pas significatif. C'est pas une décision importante. Parce qu'une décision de 8 francs, même pas 10 francs, vraiment, je ne peux pas dire que c'est une très bonne chose, mais non, on constate quoi. Campagne arachidière toujours au niveau de la région de Fatick. Le prix qui varie entre 275 et 300 francs dans les Louma a ralenti l'élan des producteurs par rapport au point de collecte officiel qui applique le prix plancher de 250 francs. 443 tonnes de graines d'huilerie sont seulement collectées dans toute la région depuis le démarrage de la campagne Gorsar. Les huiliers risquent de se retrouver dans la même situation que celle de l'année dernière avec de faibles quantités de graines. Le prix qui varie entre 275 et 300 francs dans les Louma a ralenti l'élan des producteurs par rapport au point de collecte officiel qui applique le prix plancher de 250 francs le kilogramme. C'est le cas au niveau de la région de Fatick où le rapport hebdomadaire de la Direction régionale du développement rural fait état de 443,515 tonnes de graines d'huilerie collectées au niveau de toute la région depuis le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide pour une valeur de 110 millions de francs CFA et le poids évacué à la Sonacos est de 27,689 tonnes. 7 opérateurs seulement sont en activité sur les 38 opérateurs prévus pour toute la région et 18 points de collecte fonctionnels sur 95 points attribués. Pour les semences, toutes catégories confondues, la quantité collectée est évaluée à 3021 tonnes, soit une valeur de 812 millions de francs CFA. Gorsar Fatick, Sud FM. Parlons à présent des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Les acteurs du secteur fustigent le manque de transparence dans le processus de renouvellement des accords jugés léonins. Certains plaident pour le gel des accords, d'autres pour une révision du protocole, alors que plusieurs acteurs préconisent des solutions comme le développement d'une pêcherie artisanale tonnière qui va profiter à notre pays. Sur cette question des licences de pêche, le député Ousmane Sonko a saisi l'Assemblée nationale à travers une question écrite demandant des éclaircissements sur les accords de pêche avec l'Union européenne. Moustapha Sall. Le poisson se fait rare, le métier de transformation tend à disparaître, les acteurs indexent les bateaux étrangers. C'est Madame Diaba Diop, je suis la présidente du réseau national des femmes de la pêche artisanale du Sénégal qui regroupe aussi bien des femmes transformatrices et des femmes marieuses. Nous, en tant que femmes transformatrices, nous disons non à ces licences. Il y a un problème maintenant au Sénégal que même le panier ménagère, même les femmes qui sont au niveau de la maison même, rendre compte qu'il n'y a plus de sardinelles. Les petits pélagiques là, le sardinelle, le maquereau, le chinchard et autres, nous ne le verrons plus. Pourquoi? Il y a la présence de ces navires et nos pirogues ne parviendront pas à avoir suffisamment de produits. Que notre métier est menacé, notre métier tend vers la disparition. La plateforme des acteurs de la pêche artisanale embouche la même trompette. Abdoulaye Ndiaye, le secrétaire général. Dans le deuxième accord, on voit qu'on a augmenté le nombre de bateaux. Sur quelle base scientifique on s'est basé aujourd'hui pour augmenter ce nombre? Aujourd'hui, le premier accord, on était à 38, dans le deuxième, on est à 45. Comment on l'a fait?
qui a participé à ça? Chaque fois, on entend l'État du Sénégal dire qu'il y a des acteurs qui ont été participés, mais pourquoi il ne cite pas les noms de ces acteurs-là qui ont participé et de quelle organisation ils font partie? Une solution préconisée par l'APRAPAM, Gaussou Gueye et le président. À mon humble avis, aujourd'hui, même si le thon n'est pas consommé au Sénégal et c'est défini par des quotas, le Sénégal doit faire de telle sorte qu'on doit développer une pêcherie thonière artisanale qui va profiter à notre pays, à la pêche artisanale, et c'est très possible parce qu'il y a certains pays où cette pêche thonière s'est développée. Je prends par exemple le cas du Ghana, qui le font d'une manière artisanale. Et je suis convaincu que nos pêcheurs, ils ont la perspicacité, le professionnalisme pour pêcher ce thon, développer une pêche artisanale thonière. La transparence sur les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne a été agitée par Ousmane Sonko. Le parlementaire a adressé une question écrite à l'Assemblée nationale. Il demande des éclaircissements portant sur les clauses des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Moustapha Salembour, Sud FM. Le ministère de la Pêche précise et rassure, les accords signés avec l'Union européenne profitent bien au Sénégal. Selon Sidia Diouf de la direction de l'agence pêche artisanale, la ressource ciblée est une espèce qui migre et donc partagée. Il ajoute que geler les accords n'est pas pertinent. On l'écoute avec Moustapha Sall. En réalité, cet accord a été négocié à partir de 2012. Et en ce moment, le ministère des Pêches avait demandé à la délégation qui était venue de l'Union européenne d'aller discuter avec les acteurs. Les acteurs, quand on parle d'acteurs, il y avait le GAIPES, il y avait l'IPAMES, il y avait les pêcheurs, il y avait aussi ROCROD, le centre de recherche. C'est à l'issue de ces discussions qu'une orientation a été faite par rapport à ces accords pour dire à l'Union européenne de cibler le thon et le merlu. Le merlu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur cette espèce et il fallait que ROCROD en profite des accords pour avoir des données. Le thon parce que nous, à l'époque, on n'avait pas une flotte thonière nationale au niveau du Sénégal. Gérer l'accord de pêche, à mon avis, je ne pense pas que c'est pertinent. D'autant plus que c'est des espèces, si on ne les pêche pas, on perd. Il y a les pays limitrophes qui ont signé des accords avec l'Union européenne. On te dit, vous avez 100 bâches, vous utilisez les 100, vous les tuez, ou bien ils passent dans votre frontière, votre pour les capturer. C'est ça la philosophie de l'accord. Si maintenant on prend l'accord, on le compare aux autres accords des autres pays, on sait que ça nous profite. Parce que nous, au Sénégal, c'est le thon, c'est le merlu. Dans certains pays, c'est au-delà même de ces espèces. Il y a d'autres espèces que l'Union européenne a signées avec ces pays. C'était donc Sidia Diouf de la direction de l'agence pêche artisanale. Il précise que les accords signés avec l'Union européenne profitent bien au Sénégal. L'Union européenne a suspendu son accord d'exploitation au Sénégal concernant la pêche du thon après dénonciation. De nouvelles négociations seront enclenchées, explique le coordinateur du Comité national du dialogue social et de la pêche de l'aquaculture. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, les accords ont un objectif de bonne gouvernance pour une pêche durable au Sénégal. Irène Mingasson annonce de nouvelles concertations pour rétablir la confiance entre acteurs et trouver des solutions. On l'écoute au micro de Moustapha Sall. Les dispositions précises de cet accord qui concernent finalement un nombre d'espèces très limité. On parle du thon, du merlu noir. On ne parle pas des petits pélagiques dans le cadre de ces accords. Ces accords ont un objectif de bonne gouvernance, de bien cerner, cibler, cadrer quelles espèces, quelles quantités vont pouvoir être pêchées par qui, à quel moment, et aussi de revenir sur l'objectif plus général de cet accord qui répond, je crois, aux préoccupations des acteurs. Ces accords s'inscrivent dans une dynamique de renforcement de la bonne gouvernance pour que la pêche soit durable. Ils ont essentiellement un objectif de protection de la ressource et on se rend bien compte que au cœur des préoccupations des acteurs, cette dimension. Mais nous avons commencé un dialogue ouvert à établir, je crois, un rapport de confiance qui, du côté de l'Union européenne, était très souhaité. Et je suis heureuse de cette occasion qui nous a été donnée, encore une fois, avec le représentant du ministère des Pêches, d'engager ou de réengager cette discussion dans un format un peu différent, mais qui, je crois, est très prometteur. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International.
En Guinée, la mort de 3 opposants en prison suscite colère et indignation après des politiques et défenseurs des droits de l'homme. L'Union européenne et les États-Unis ont condamné les détentions arbitraires d'opposants et exigent du gouvernement le respect des droits humains. Le pays de l'Union européenne et les États-Unis exigent des enquêtes pour élucider les causes de ces décès d'opposants. Ils brandissent des menaces de sanctions si les autres opposants ne sont pas libérés. Amadou Oribari. Au lendemain des élections présidentielles du 18 octobre, plusieurs opposants ont été arrêtés et conduits dans la plus grande prison du pays. Accusés d'incitation à la haine et à la révolte, 3 d'entre eux ont trouvé la mort dans ce lieu de détention. Le dernier cas concerne Roger Bamba, un jeune militant de l'UFDG, plus grand parti politique de l'opposition, qui a succombé juste après son évacuation à l'hôpital alors qu'il avait passé 3 mois en prison. Selon l'épouse du défunt et son parti politique, l'opposant a été empoisonné. Des accusations aussitôt réfutées par les autorités qui indiquent plutôt que l'opposant est mort des suites de cirrhose du foie. Une accusation d'assassinat d'opposants que croient bien des activistes des droits de l'homme et de la société civile qui dénoncent des traitements inhumains infligés à plusieurs détenus dans les geôles. L'Union européenne s'indigne aussi de ces nombreux cas de mort d'opposants en Guinée. Dans une déclaration, Nabila Masrali, porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et politiques, rappelle que Roger Bamba et les 2 autres opposants décédés avant lui étaient en détention préventive depuis plus de 3 mois et n'ont pas bénéficié de procès. C'est pourquoi ils ont trouvé la mort en prison, estiment les pays de l'Union européenne. L'Union européenne exhorte les autorités guinéennes à diligenter une enquête indépendante pour élucider les causes de tous ces décès d'opposants en prison. Les États-Unis emboîtent aussi le pas et expriment leur indignation suite aux décès d'opposants arrêtés pour leur opinion, regrette le pays de l'oncle Sam. Après le scrutin présidentiel tenu en octobre dernier, plusieurs opposants ont été arrêtés et conduits en prison. L'état de santé de certains se sont détériorés, alerte des avocats qui dénoncent le refus des autorités à permettre leur prise en charge sanitaire. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Le gouvernement rwandais a déployé une force de protection en République centrafricaine dans le cadre d'un accord bilatéral selon TV5 Monde. Le déploiement est en réponse au ciblage du contingent des forces de défense du Rwanda sous la force de maintien de la paix de l'ONU par les rebelles soutenus par l'ancien président François Bozizé. Aucun détail n'est donné sur la date du déploiement, le volume des effectifs déployés ou leur mission exacte. Le ministère précise seulement que les troupes rwandaises contribueront également à assurer des élections générales pacifique et sécurisé prévu le dimanche 27 décembre 2020. L'Union européenne doit tenter d'harmoniser demain les mesures décidées par les États membres pour empêcher les arrivées depuis le Royaume-Uni après la découverte d'une variante hors de contrôle du coronavirus. Selon Le Figaro, une réunion d'urgence du mécanisme européen de réponse aux crises convoquée ce matin à Bruxelles a permis d'identifier les différentes options pour une réouverture des frontières de manière coordonnée et avec des mesures identiques. Ces mesures discutées au niveau des experts vont être soumises demain aux ambassadeurs des États membres. Ils devront s'entendre sur leur durée et se coordonner sur leur ampleur. En sport, football, Coupe d'Afrique des clubs, Teungueth FC et Jaraaf préparent le 2e tour en Ligue des Champions. Teungueth FC reçoit le Raja de Casablanca demain à 17h au stade Lat Dior. Un match très important qu'il faut bien négocier selon le secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football, Babacar Sarr. Le Raja, c'est une équipe habituée des compétitions africaines qui a l'habitude d'arriver jusqu'au bout des compétitions. On le sait déjà. Teungueth, c'est sa première participation. Donc, Teungueth, depuis quelques années, a fait beaucoup d'efforts. On voit que le Sénégal aussi, vraiment, c'est le parent pauvre du football africain local sur le plan au niveau des clubs. À mon avis, pour Teungueth, ce match aller-là, surtout, moi je parle du match aller parce que au match retour, là, ça va être difficile. Mais essayer de jouer sans calcul. Parce que là, c'est des matchs où il faut faire la différence. Il ne faut pas, c'est-à-dire aujourd'hui, Teungueth ne peut pas prétendre être favori de cette double confrontation-là. Donc, il faut mettre beaucoup de folie dans ce match-là. Essayer de jouer tous les coups à fond. Chercher à bien défendre aussi. Mais surtout, chercher à très, très, très bien attaquer. Et puis, essayer de concrétiser les occasions. Parce que c'est des équipes qui ont l'habitude même de montrer 2 visages, les équipes maghrébines.
dans ces compétitions-là. Quand elles se déplacent, peut-être elles font semblant effectivement de geler le jeu, de pourrir le jeu, d'essayer de faire circuler le ballon, c'est-à-dire de gagner du temps. Donc c'est à Teungueth maintenant de mettre beaucoup plus de folie, beaucoup plus de vitesse, d'impact dans ce match-là, pour maintenant essayer de faire la différence, de mettre le maximum de buts. Maintenant, le match retour, ce sera une autre paire de manches. Mais au match aller, au moins que Teungueth ne puisse pas avoir des regrets pour faire des calculs tactiques. Là, je pense que c'est un match, il faut être engagé. Il faut, dès le départ, prendre le match là à bras le corps, être engagé, être déterminé, essayer de donner du rythme à ce match-là. Parce que sinon, Raja va risquer de geler le match et d'attendre le match retour. Badara Sarr, secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football, était avec El Hadj Malick Ndiaye. Présidence de la CAF, les discussions entamées autour d'une candidature unique pour l'Afrique de l'Ouest. Les deux candidats, le Sénégalais Maître Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma, se sont rencontrés à Cotonou ce week-end pour discuter du sujet. El Hadj Malick Ndiaye. À Cotonou ce week-end pour assister à la finale du tournoi qualificatif de la zone IFOAB, remporté par le Ghana aux dépens du Burkina Faso, Maître Augustin Senghor a rencontré son challenger ivoirien Jacques Anouma, à l'initiative des deux présidents de la zone IFOA A et B, Antonio Souaré de la Guinée et Pelé du Niger. Les deux candidats à la présidence de la Confédération africaine de football ont lors de cet tête-à-tête entamé des discussions autour d'une candidature unique pour la région ouest africaine à la tête de la Confédération africaine de football, renseigne un communiqué. Les deux dirigeants devront élargir ces discussions selon certaines indiscrétions au candidat mauritanien Ahmed Yahya, ajoute le communiqué, soulignant qu'avant de quitter la capitale ivoirienne, M. Augustin Senghor pourrait rencontrer à nouveau l'Ivoirien Jacques Anouma afin de le convaincre à soutenir sa candidature pour une victoire éclatante du Sénégalais et de l'Afrique de l'Ouest le 12 mars 2021. Les deux candidats, qui ont discuté en toute fraternité, restent convaincus que l'Afrique trouvera son salut pour l'essor de son football avec l'esprit de solidarité et les valeurs panafricanistes propres à notre continent, précise le communiqué, indiquant que le président de la Fédération sénégalaise de football a également été reçu par le ministre béninois des Sports et s'est entretenu avec 8 présidents de fédération qui étaient présents dans la capitale béninoise. Le communiqué indique par ailleurs que le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, s'est rendu hier dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour présenter ses condoléances à la famille du défunt président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, récemment décédé des suites de la Covid. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. Place au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Une plateforme d'innovation de la filière sésame vient de voir le jour à Kaolack. Cheikh Oumar Sy, le président de la Fédération nationale des producteurs de sésame, plaide pour l'accès à la terre, au matériel moderne et à la commercialisation. C'est une spéculation qui est prisée. Il y aura toujours des étrangers qui viendront le prendre. L'utilisation du sésame à l'extérieur est extrêmement importante. Ils l'utilisent dans des sacrifices, ils l'utilisent dans les pâtisseries, etc., etc. Nous attendons à peu près une production de 30 000 à 40 000 tonnes. Du fait simplement que l'hivernage de cette année a été vraiment un hivernage de sésame. La difficulté majeure que nous avons, c'est véritablement la commercialisation du sésame. Nous demandons à l'État sénégalais de réguler d'abord les prix. Nous demandons à l'État sénégalais de mettre la main dans l'accompagnement par la mise en place de fonds. Parce que si nous avons aujourd'hui des fonds, on peut acheter le sésame, rester des moments, des périodes assez propices et les revendre à des prix. Et il y a aussi qu'on attend l'accompagnement de l'État dans le cadre des politiques semencières que nous sommes en train de faire. L'ISRA est en train d'innover, de nous aider à sortir des variétés. Donc, et nous avons les champs, les techniques culturelles pour les pratiquer. Nous avons l'avantage d'avoir quand même des sols ici au Sénégal par endroits qui répondent véritablement à la culture du sésame. Et si nous avons dit qu'il y a des gens qui sont confrontés à des problèmes de sol, j'ai dit par endroit. Et j'ai dit les femmes. Il y a certains endroits du pays, vous savez quand même que les gens ont des difficultés d'accès à la terre. On fait des plaidoyers pour demander à ce que les femmes aient beaucoup plus accès à la terre. Mais en Casamance, dans le bassin arachidier, à Tambacounda, dans la région du Sénégal oriental, ces problèmes-là n'existent pas. Mais il faut dire qu'il y en a ailleurs. Le conseiller technique numéro 2 du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Amadou Ouri Diallo, soutient que le processus pour l'harmonisation de ces prix est en cours.
Ces propos ont été recueillis par Mamadou Camara. J'ai fait partie de l'équipe de chercheurs et de techniciens qui sont allés faire cette mission d'enquête à travers le Sénégal. On a vu qu'un producteur peut vendre le kilo de sésame à 300. À certains moments, il est même vendu ici jusqu'à 2000. Cette situation erratique même à l'intérieur du pays est à l'origine de la mise en place de cette plateforme. Il y a 1 an et demi qu'on a fait ce diagnostic-là. C'est quelque chose qu'on va prendre en charge, mais il y a des dossiers, c'est pas facile qu'une seule personne le règle, même l'État. L'État est obligé de tout gérer en même temps. Maintenant, la mise en place de cette plateforme, objectif numéro 1, de s'assurer qu'au moins la différenciation entre les différents prix va être réduite et éventuellement proposer à l'État fixer un prix plancher. Donc voilà, on travaille là-dessus, mais on est dans le processus. Voilà. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 35 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. 14 personnes tuées par la Covid-19 en l'espace de 3 jours avec 320 nouvelles contaminations. Cette deuxième vague de la pandémie continue d'étendre ses tentacules dans tout le pays avec une vingtaine de cas graves. Le ministère de la Santé et le comité de gestion des épidémies ont lancé ce lundi l'acte 2 de la riposte. De nouvelles stratégies en vue, mais l'heure n'est pas à l'instauration de l'état d'urgence, précise l'autorité. Campagne de commercialisation de l'arachide à Fatick, le prix qui varie entre 275 et 300 francs dans les Loumas a ralenti l'élan des producteurs par rapport au point de collecte officiel qui applique le prix plancher de 250 francs. 443 tonnes de graines seulement sont collectées dans toute la région depuis le début de la campagne. Accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Les nouveaux accords ne profitent qu'à une seule partie selon les acteurs. Ils souhaitent le gel ou la révision du protocole pour plus de transparence. L'Union européenne doit tenter d'harmoniser demain les mesures décidées par les États membres pour empêcher les arrivées depuis le Royaume-Uni après la découverte d'une variante hors de contrôle du coronavirus. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Gueye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la chronique Sud Nutrition qui sera suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha.